Nous allons prendre la direction de Bruxelles, donc à Bruxelles, pour nous intéresser aux pratiques journalistiques de nos confrères européens pendant le Covid. C'est parti, c'est à vous Bruxelles. Bruxelles, ici, Bruxelles, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On continue les assises du journalisme. Vous étiez à Tours, on va arriver à Bruxelles, ici au sein de la rédaction du journal Le Soir, où nous accueille Christophe Berti. Bonjour Christophe Berti. Merci beaucoup de nous accueillir ici au sein de la rédaction donc, du Soir. On a accueilli d'autres confrères ici basés à Bruxelles, notamment Peter Muller. Bonjour Peter. Bonjour. Vous êtes directeur du bureau de Bruxelles de Der Spiegel. Et puis vous nous direz évidemment comment vous avez aussi travaillé sur cette question. Et on ira à un moment donné à Paris, puisqu'on a aussi évidemment le correspondant Europe de Guardian, c'est John Henley. Bonjour John. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté évidemment notre invitation. On explique un peu le contexte. Il y a un sommet européen ici à Bruxelles et donc tous les confrères et les consoeurs sont évidemment mobilisés. Et je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir pris sur votre temps et notamment puisqu'on sait aussi qu'à la fin d'un sommet, c'est aussi le moment où on doit boucler les articles et vous avez malgré tout fait l'effort d'être là pour venir partager évidemment votre expérience de la gestion du Covid. Quelques mots, Christophe Berti, sur la manière dont la rédaction ici au Soir s'est organisée au moment où on a appris tous fin mars, donc cette présence donc, du virus et notamment le confinement qui était imposé à toute la population, journalistes y compris. Oui, d'abord merci Nordine et je veux juste insister sur le fait que Le Soir est très heureux de vous recevoir ici et de participer à cet événement. Donc en effet, même déjà avant la fin mars, Le Soir a anticipé la décision gouvernementale de mettre la Belgique en lockdown. 2 jours avant, on a décidé de mettre toute la rédaction en télétravail. Donc ça a été quand même à la fois une gageure et quelque chose d'assez exceptionnel auquel on n'était pas du tout préparé. Si on m'avait dit ça un mois avant, je ne l'aurais pas cru. Donc en moins de 48 heures, l'ensemble de la rédaction du Soir, c'est la première fois de l'histoire évidemment, a été faite par Teams, par Zoom, en distanciel. Et donc on a été extrêmement bousculé avec ça parce qu'on se demandait très sincèrement si on allait pouvoir sortir un journal papier et comment on allait pouvoir faire face à nos besoins du web alors qu'on n'était pas l'un à côté de l'autre et qu'on sait que la communication est extrêmement importante. D'autant qu'on a doublé notre audience gratuite pendant le lockdown en Belgique et on y reviendra j'imagine tout à l'heure, quadruplé nos abonnements. Donc il y a eu un élément qui était extrêmement important. En fait, il y avait une demande du public d'avoir des informations. Énorme. On n'a jamais eu autant de lecteurs et d'internautes alors que personne n'était au travail ici. Et puis il y a eu évidemment sur le fond, il faut être, je trouve, extrêmement humble avec cette crise, c'est qu'on peut reprocher aux politiques d'avoir été impréparés, de ne pas avoir parlé des masques, de ne pas avoir parlé des mesures à prendre avant, mais je ne pense pas qu'il y ait un journaliste belge qui ait posé une question sur les masques à la ministre de la Santé avant que le Covid arrive là-dedans. Et il y a un élément, je trouve, encore supplémentaire, c'est que, et je pense que c'est un peu la nature humaine, on a eu le sentiment que ce n'était pas pour nous. On a vu des choses qui se passaient en Chine, on s'est dit ok c'est en Chine, et puis on a vu des choses qui se passaient en Italie. Alors je suis italien, je suis l'actualité italienne tous les jours, et je me suis dit ok c'est l'Italie, et puis quand on est arrivé ici, on a quand même eu ce sentiment d'abord d'impréparation. On reviendra notamment tout à l'heure sur le rapport aux sources et notamment sur cette question-là, mais l'autre question qui était posée en fait à ce moment-là, c'est au fond fallait-il dire tout ce que l'on avait à dire sur cette question-là, ou est-ce qu'il fallait au fond se mettre du côté du message des institutions, puisqu'on était dans une situation d'urgence. Et ça, c'est un problème aussi d'éthique et de positionnement journalistique. Exactement, et c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a connu pendant les attentats et les décisions à Bruxelles, où il y a eu de grosses questions qui s'est posé notamment à la presse française en disant le gouvernement belge a demandé à la presse belge de ne pas dévoiler d'endroits d'opération pendant le terrorisme qu'il y a eu à Bruxelles pour sauver des vies. Et pendant un quart d'heure, on n'a juste pas donné, on n'a pas eu de censure là, mais on n'a pas donné d'endroit précis où il y avait une traque des terroristes présumés. Ici, c'était la même chose, c'est-à-dire on devait à la fois développer nos propres sources et puis forcément, à un moment, je pense que c'est quand même un peu la démocratie, et c'est notre rôle, à la fois faire confiance aux institutions et les challenger en même temps. Et je trouve qu'on a mis un peu de temps pour faire ça, parce que je répète, on a dû développer des compétences nouvelles, on a dû développer un regard nouveau sur l'information. Je n'avais pas dans la rédaction du Soir un spécialiste des masques, je n'avais pas un spécialiste de l'application, je n'avais pas un spécialiste du tracing. On a dû développer ces compétences-là et apprendre en marchant. On reviendra évidemment, Christophe Berti, sur les enseignements qu'on tirera évidemment de cette crise. Je me tourne du côté de Peter Muller. Donc, je rappelle, vous êtes directeur du bureau donc, ici à Bruxelles de
Der Spiegel. Quelques mots d'abord sur l'Allemagne, votre pays, comment les choses se sont passées pendant ce confinement. Et au fond, vous, en tant que responsable du bureau ici à Bruxelles, quelles ont été vos missions finalement, les objectifs à atteindre pour donner un certain nombre d'informations à vos rédactions là-bas au pays? First, let me say sorry for speaking English, and thanks for Esther, who is somewhere in the back to translate that, what I'm saying. My French is just not good enough to do the answer in French. No, I think I can relate to a lot of what Mr. Berti just said. We had the same situation at Der Spiegel in Germany, at the headquarters in Hamburg. Of course, you have to know that the lockdown in Germany was nowhere as severe as it was in Brussels or in Belgium, at least not from what the government demanded. Nevertheless, we have some 700 people working in the headquarters of Der Spiegel in Hamburg, and the house had to be emptied as well. Esther? Oui. Mais évidemment, le confinement n'était pas du tout aussi sévère en Allemagne qu'ici à Bruxelles. Les choses étaient relatives, mais on a aussi vécu cette situation où les locaux devaient. Et alors concrètement, Peter Müller, ici depuis Bruxelles, que deviez-vous faire finalement pour continuer votre travail? Est-ce que vous deviez raconter toujours les institutions européennes, la question européenne, ou est-ce que tout était basé uniquement sur la gestion finalement de cette crise? I mean, I really have to say that working under a lockdown in the long way is not good for journalism. Because you can, of course, substitute a lot of what we're doing with video conferences, with Teams calls, Microsoft Teams, with Zoom, with all these technical stuff we learned to use in these weeks and months. But I have a feeling, and I guess my fellow journalists might have the same, that we have to look what politicians are doing. We're an instance of control of what they're doing, and they were a bit on a very long leash in these months during the lockdown. And I think it's high time that we come back to a more normal relationship again in covering politics on a day-to-day basis. Oui, Esther? évidemment, donc le John Henley, vous nous entendez? Oui, très bien. On va aller du côté de Paris, justement. Merci beaucoup, John, d'avoir accepté notre invitation. Quelques mots, vous êtes basé donc à Paris. Vous couvrez à la fois, évidemment, ce qui se passe en France, mais aussi à travers donc, la France, tout ce qui se passe en Europe pour The Guardian. Quelle a été votre première réaction et votre premier objectif à atteindre lorsque vous avez appris que partout en Europe, les gens devaient se confiner et donc finalement, ce virus était bel et bien parmi nous? Bah, écoutez, c'est très très vite devenu le grand sujet du jour, hein. Très très rapidement. Moi, j'ai passé, je dirais, la plupart du mois de mars et avril et mai à faire un papier quasiment quotidiennement sur les développements liés au Covid à travers l'Europe. Chaque jour, c'était évidemment de nouvelles avancées, de nouveaux chiffres, de nouvelles mesures prises par les gouvernements différents. Et c'était, oui, bon, personnellement, je dois dire, j'imagine qu'on va en parler, beaucoup de mon travail en temps normal, je suis sur la route, je voyage pas mal. Ça, du coup, évidemment, était impossible. Les reportages sont devenus très, très compliqués. Voire maintenant, avec les quarantaines qu'on commence à voir, qu'on a plusieurs semaines maintenant qu'on voit, impossible pour moi, par exemple, de retourner à Londres.
maintenant au bureau. Les reportages sont devenus beaucoup plus compliqués. Donc oui, on a, comme a dit les autres deux invités intervenants, on a dû tous apprendre à travailler chez nous. Pour moi, personnellement, je travaille chez moi de toute façon. Donc ça n'a pas beaucoup changé. À Londres, je sais que c'était assez radical, surtout parce que la gestion quelque peu, voire très chaotique de la crise par le gouvernement britannique a vraiment posé des problèmes, au point où au siège du Guardian à Londres, comme pas mal d'entreprises dans la capitale, on a commencé à prendre des mesures plus tôt que le gouvernement a exigé. C'est-à-dire qu'on trouvait que le gouvernement traînait vraiment à prendre des mesures sanitaires nécessaires, et on a commencé à demander aux employés, aux journalistes de travailler chez eux bien avant la demande du gouvernement. On a tourné pendant toute la crise au journal avec grand maximum une vingtaine de personnes dans les bureaux. Là où normalement il y a peut-être jusqu'à 500. Donc ça a été vraiment un gros choc, je pense, pour tout le monde, de travailler de trouver une nouvelle manière de travailler. Alors justement, ça c'est une vraie difficulté, Christophe Berti, parce qu'en même temps, vous le disiez tout à l'heure, et ça vient d'être corroboré par John, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une demande de plus en plus forte de la part du public, donc les audiences ont triplé, quadruplé, mais en même temps, vous aviez de moins en moins de personnes sur le terrain, et donc là, il y a une contradiction en réalité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens se connectent davantage sur parfois des sites ou des productions audiovisuelles qui étaient faites parfois par un tiers des rédactions. Comment on analyse cette situation ? Un tiers des rédactions, oui et non. C'est-à-dire un tiers des rédactions, ou même pour nous, aucun membre de la rédaction en présentiel, pour utiliser un mot de 2020. Mais on a travaillé tous plus, en fait. Nos journalistes ont vraiment donné un supplément d'âme. Alors, comme l'a dit mon confrère, en fait, la Belgique était particulièrement touchée. Le lockdown chez nous a été extrêmement fort, puisque à part pouvoir aller au supermarché faire ses courses, on était tous cloîtrés chez nous. Donc pour moi, j'en ai retiré plusieurs, non pas leçons encore, mais en tout cas plusieurs sentiments. D'abord, je suis rédacteur en chef du Soir depuis 7 ans. Je n'ai jamais eu autant de messages de soutien, et je dirais parfois même d'amour, de nos lecteurs que pendant le lockdown. On a senti, outre notre responsabilité journalistique et éditoriale, une espèce de responsabilité sociale. Et vraiment, pour moi, ça m'est apparu. Là, j'ai eu des dizaines de mails, de courriers en disant mais on est content d'aller dans la boîte aux lettres le matin, on est content de la production et que vous continuez à travailler. Ça change un peu de la défiance. Exactement, mais exactement. Alors peut-être, et pour être transparent jusqu'au bout, peut-être qu'aujourd'hui, les mêmes nous disent vous en faites un peu trop sur le Covid et tout ce que les sondages qui sortent maintenant. Mais j'ai vraiment ressenti ça comme une espèce de responsabilité pour nous. Le deuxième élément est dans la rédaction, on a vraiment... je trouve, on s'est amélioré dans un élément qui m'est cher, qui est la transversalité. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un service politique, un service économie, un service forum. On a vraiment travaillé beaucoup plus ensemble. Et d'ailleurs, il y avait un dénominateur commun. Exactement. Alors, on a fait des journaux de crise pendant 2 mois, où on a quasiment l'ensemble du journal, je parle du papier, et je dirais 85%, même parfois plus, de notre production web était entièrement sur le Covid. Donc c'était quelque chose qui ne pouvait pas durer éternellement, évidemment, sauf si la situation sanitaire se serait encore dégradée. Mais donc on a vraiment davantage travaillé ensemble. J'ai décidé, d'abord, on a eu quelques journalistes qui ont eu le Covid, donc on était déjà inquiets pour eux, ça rajoutait un peu au sentiment de difficulté. Deuxièmement, j'ai décidé de créer 3 binômes dans la rédaction pour prendre de la hauteur et avoir une vision plus transversale du Covid. Donc il y a eu vraiment 2 responsables qui s'occupaient du day-to-day du Covid, je répète, sur le suivi des décisions politiques, le suivi des décisions médicales et scientifiques. Et on a mis aussi 2 personnes pour s'occuper d'un terme qui est devenu un peu galvaudé, mais qui est important, le monde d'après, pour se mettre tout de suite dans une espèce de réflexion. Et le 3e thème, qui est apparu très très vite, ce qu'on appelle la 2e vague économique, c'est-à-dire la relance ou le manque de relance. Et donc ça a permis au service de mieux travailler ensemble, ce qui était à mes yeux là plutôt positif en fait, pour la rédaction. L'autre difficulté, je me tourne du côté de Peter Müller, c'est le rapport aux sources. On sait que le journalisme, c'est d'abord du contact, de rencontrer les gens, d'aller voir donc ses sources, de vérifier, de tout contrôler avant de publier.
et évidemment la distance pour réfléchir et mettre tout ça en perspective. Alors, mettre les choses en perspective, on pouvait le faire, mais le contact était quasiment interdit par le confinement. Comment on fait dans ce cas pour produire une information fiable, vérifiée et vérifiable pour l'auditeur? Clearly, I would say the lockdown is not a good period for young journalists to start work. If you have the telephone numbers of your contacts, it doesn't matter so much if you're calling them from the office or from your home office. But if you don't have them, you clearly can't do anything. So what I found interesting is not only we journalists were at home, but also our sources. So actually some of them had a lot of time to talk because there was not so much else to do. And that actually helped even a bit. And I have one more thing after the translation. Esther. Jeunes journalistes, parce que pour les journalistes qui sont déjà expérimentés, qui ont déjà un carnet d'adresses, qui travaillent de chez eux ou du bureau, finalement, ça fonctionne. Mais pour les jeunes qui commencent, pour eux, c'est compliqué. Évidemment, ils nous voient encore construire. Après, effectivement, les journalistes avaient aussi, et ça c'est peut-être avaient aussi plus de temps pour échanger. I mean, the other thing is, of course, we at Der Spiegel, we are kind of an investigative magazine, so we want to have stuff not many people are having, and some sources want to hand this over in person. They don't want to send an email because you can trace it, and it might be dangerous for them. And actually, I have to say, there was kind of funny situations, of course, if you want to meet people and there's nowhere to meet. So, of course, you could have a walk in the park, which we did and was nice before the police came and said you can't stand together as two people there at the very high phase of the lockdown. And or when the friteries were back open, we met at Maison Antoine and got a beer from the night shop across that. But that's where things really were happening, to hand over some sort of sensitive papers or stuff. Friterie Antoine, haut lieu bruxellois. Exactly. Alors, l'autre question qui est posée, on va tout de suite la poser directement à John Henley à Paris. Il y a une demande d'information pendant l'événement, de ce type d'événement, mais il y a aussi l'information que tout citoyen peut poster, peut diffuser, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, la difficulté du journaliste professionnel d'avoir des contacts, ses sources, et donc de travailler sur une information vérifiable, fiable, s'oppose évidemment cette logorée d'informations qui tourne en boucle et qui est une information forcément qui vient de partout, et donc avec beaucoup de difficultés pour l'analyser, notamment analyser la source. Comment on fait quand on est journaliste, bloqué chez soi, pour pouvoir justement contrer à la fois cette profusion d'informations qui vient de partout, et peut-être des autorités qui n'osent pas et qui ne souhaitent pas donner toutes les informations. Comment le journaliste se débrouille avec ça ? Vous avez tout à fait raison de poser la question, et ça a été un véritable problème. C'est devenu un véritable problème très tôt, parce que on était tous en train d'écrire sur ce virus, sauf que à part le service scientifique, on a 3 ou 4 journalistes dans le service scientifique, service science, dont un, heureusement, qui a même fait de la médecine comme étude, donc qui était un peu mieux informé que les autres. Mais on a très vite compris qu'en fait, il était très très facile d'écrire tout et n'importe quoi sur cette maladie, que surtout au début personne vraiment comprenait. Donc nous on a fait énormément. Il faut dire qu'on a un peu l'habitude avec les 4 années du Brexit, la campagne pour le Brexit et les négociations depuis. On a l'habitude un peu d'une sorte d'avalanche de
de fausses informations, de fake news qui circulent. Et on est devenu assez expert dans le fact-checking. Mais là, c'était vraiment une autre question parce que c'était vraiment une question non seulement scientifique, mais aussi un problème mathématique. On a dû, par exemple, on sait tous, je pense, rendre compte à quel point les données, les chiffres de ce virus, même ceux donnés par les autorités, les gouvernements, comment c'était difficile de les interpréter. Ça reste toujours, d'ailleurs, le cas. On cite tous les chiffres le nombre de nouveaux cas par jour dans tous les pays, sans vraiment faisant référence au nombre de tests qui ont été faits et ce qui explique, en gros, pas totalement, mais en partie, une grande partie de cette augmentation dans le nombre de cas est due à une augmentation, par exemple, dans le testing. Donc, c'était vraiment, je ne sais pas comment on dit, un crash course, une sorte une leçon très dure dans la statistique, dans l'interprétation des chiffres. On a beaucoup fait appel aux services sciences du journal pour dire est-ce qu'on peut dire ça, est-ce que c'est juste de dire ça. Et évidemment, ce virus a déclenché, comme vous le dites, une vague de fausses informations venues de partout. Sur les masques, sur les vaccins, sur vraiment le danger véritable que pose la maladie. Et c'était un véritable champ de mine pour les journalistes. Et maintenant, Christophe Berthier, alors on l'a vu, hein, le service science dans une rédaction, c'est pas forcément c'est celui qu'on trouve souvent dans un petit coin. Le service politique est beaucoup plus fourni, le service sport, société, culture. Et on sait pertinemment que cette question, cette thématique, cet univers scientifique est un peu le parent faible aujourd'hui dans les rédactions. Or, on sent bien que dans l'opinion, dans le public, est en recherche justement aujourd'hui de réponses, de vulgarisation de ces questions-là. On le voit bien d'ailleurs, on n'a jamais été aussi finalement noyé par le discours scientifique depuis 3 mois. Alors qu'est-ce que ça va changer pour une rédaction comme celle du soir en termes à la fois de contenu, donc scientifique, est-ce qu'il va y avoir des journalistes spécialisés sur ces questions, et en termes de format, parce qu'il faut quand même expliquer quelque chose qui est très complexe, et la science est quand même une science compliquée. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, et effectivement, d'abord, je voudrais rendre hommage aux 2 journalistes santé chez nous, même aux 3, Anne-Sophie Lerquin, Éric Burgraff et Ludivine, parce qu'ils sont devant moi ici à la rédaction et qui sont en train de travailler maintenant justement sur ces questions. Il y a plusieurs éléments pour moi. D'abord, je pense que c'est la principale leçon qu'on peut en retirer, en tout cas pour moi la principale mission du journaliste, c'est d'être curieux et d'essayer d'apprendre avec beaucoup d'humilité et de faire passer un message. Et donc il y a des gens qui ne s'occupaient pas de ça, qui s'en sont occupés et qui ont fait le mieux possible. Et je pense, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, que autant je pense que le problème des fake news est un problème énorme de la presse et de la démocratie, autant en fait, et je ne peux parler que du marché belge ici, j'étais plutôt rassuré pendant le Covid parce que les 3 journaux qui ont augmenté leur audience et qui ont augmenté leur nombre d'abonnements, c'est, et je parle aussi de mes confrères, la Libre Belgique, l'Echo et nous, et que j'ai eu le sentiment qu'il y avait quand même, qu'il ne faut pas prendre les lecteurs ou les internautes pour des idiots et qu'il y a eu une maturité d'aller vers de l'info de qualité ou en tout cas ce qu'on peut appeler traditionnel, qui pour moi n'est pas un défaut. Dans les rédactions, je pense que ce que vous posez comme question, Nordine, on se le posait exactement il y a 5 ans, où on s'est dit, mais en fait, toute la rédaction doit devenir spécialiste du terrorisme, de l'islamisme, de l'islamisme radical, et on doit évoluer là-dedans. Et donc, l'actualité s'impose à nous, on doit avoir une grande agilité dans les rédactions. Il est évident, et là je partage totalement votre point de vue, c'est qu'on doit essayer de vulgariser des concepts scientifiques ou médicaux qui sont très compliqués et en même temps pas trop les vulgariser parce que sinon on les caricature là-dedans. Face à un discours politique parfois en plus, qui simplifie trop les situations. Et en plus avec alors je pense qu'il n'y a pas les gens, il n'y a pas les journalistes, il n'y a pas non plus les scientifiques. On l'a vu et notamment en France qu'il y avait si je peux dire, les pro-chloroquine et beaucoup d'anti-chloroquine là-dedans. Et avec aussi je pense vraiment beaucoup d'humilité,
On a écrit tous les médias du monde que la situation suédoise était la meilleure, puis elle était la pire, puis elle était la meilleure de nouveau là-dedans, et que, au bout du compte, moi, ce que je constate, humblement, c'est que les pays où on a pris ça le moins au sérieux sont quand même les pays où on a été le plus touché par la maladie. On en parlait notamment tout à l'heure de la Grande-Bretagne. Donc je pense qu'il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça, beaucoup d'agilité dans la rédaction, et je trouve qu'il y en a eu, cette agilité, et beaucoup de créativité là-dedans. Après, je vous avoue qu'on a un peu de difficulté à sortir d'une espèce de journalisme de crise, parce que mars, avril, mai, ça a été un journalisme de crise. On l'a dit ici, on ne pouvait même plus sortir, on avait un accès aux sources qui ne pouvaient pas. Ce que dit mon confrère est très très juste. Quand on a un certain âge et une certaine expérience, on joue entre guillemets sur son capital et nos sources sont installées. Pour les jeunes journalistes, c'est très compliqué. Et en fait, aujourd'hui, on n'est pas sorti de la crise du coronavirus et en même temps, alors je parle pour la Belgique, on a un gouvernement depuis hier, l'actualité reprend son cours, et puis il y a sommet européen aujourd'hui, la question de la Turquie, la question des migrants est vraiment fondamentale. Et j'avoue qu'on a la rédaction, on éprouve un peu de difficulté à jauger si on est dans un journalisme de crise ou de gestion de crise. Je dirais que c'est un peu parallèle à ce que la politique a connu là-dedans, puisque en Belgique, on a d'abord mis les épidémiologistes et les scientifiques comme des héros, et puis maintenant on les critique en disant on doit les écouter mais pas forcément les suivre. C'est compliqué, c'est une vraie leçon de démocratie, ce virus. Alors Peter Müller, j'interroge plutôt le journaliste et pas forcément le directeur du bureau donc de Der Spiegel. Nous à l'IEX, donc on a un master de journalisme et nos jeunes étudiants posent souvent la question, faut-il se spécialiser, faut-il être polyvalent? Quel est votre point de vue aujourd'hui par rapport à la manière dont l'actualité aujourd'hui est traitée dans les rédactions et surtout sur ces nouvelles générations qui arrivent et qui intègrent les rédactions dans une actualité qui, qu'on le veuille ou non, s'imposera souvent à nous à travers ce type d'actualité de crise et qu'il va falloir à un moment donné avoir les armes suffisantes pour pouvoir produire de l'information pratiquement tous les 3 mois sur un champ nouveau. Well, clearly, we weren't as journalists prepared for this crisis. I mean, we were able to change the way we produce our newspapers and to produce our magazines, and you explained this, Mr. Batty, quite well, that's where we adapted very well. I think some people in our newsrooms who are scientists, who studied science at universities, they weren't very much valued, I would say, before this crisis. I mean, they were nice colleagues and it was great to talk to them, but if they say I have a nice story on some kind of virus, you as an editor-in-chief would have said, come on, yeah, you get some space in the back. And this clearly changed. So clearly there were stories in this crisis only these guys could do. And so as a young journalist, I mean, you never know what's the next crisis around the corner, but clearly it helps if you have at least one kind of subject, field of expertise, which not everybody is having. And this crisis has clearly shown that I don't know, people who studied medicine and ended up in journalism were very, very, very helpful for the work we were doing. Oui, on a su effectivement réagir, changer nos pratiques, nous adapter. Surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait des journalistes dans la rédaction qui avaient un background scientifique. Et ces journalistes-là, avant la crise, étaient assez peu valorisés dans cette formation et dans ce savoir. Et finalement, ce que la crise a révélé, c'est que ça les a mis au centre. Il y avait des sujets, des histoires qu'eux seuls pouvaient faire. Et donc, effectivement, ça a été l'occasion d'utiliser leurs ressources et de les mettre en valeur. John Henley, vous êtes toujours avec nous depuis Paris. Vous, en tant que journaliste, on parle beaucoup, vous avez tout à l'heure parlé des fake news et des réseaux sociaux. On parle aussi de la relation à l'audience. On sait aussi que beaucoup de journalistes travaillent avec leur propre communauté, qu'ils créent au fur et à mesure de leur implication sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui justement avec le public qui parfois a une vraie expertise des situations, en tous les cas, qui peut nous apporter des éléments d'information que nous construisons en tant que journalistes. Est-ce que vous, par exemple, vous travaillez de cette manière-là, ou est-ce que vous considérez que peut-être l'une des clés, c'est aussi d'associer peut-être quelques citoyens à une information, et justement ça pourrait un peu recoller la confiance qui se perd de plus en plus entre les journalistes et le public? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, c'est une méthode qu'on a commencé à développer, ou pas vraiment une méthode, presque une philosophie
qu'on a commencé à développer au Guardian il y a quelques années, avec l'ancien rédacteur en chef Alan Rusbridger, qui avait très vite compris en fait que Internet allait pour toujours changer la relation entre journalistes et lecteurs. Tout simplement parce que le lecteur, il n'est plus que lecteur. Il est aussi contributeur. Oui, il est acteur. Voilà, c'est un vrai acteur de l'actualité. C'est quelqu'un qui peut nous aider, qui peut contribuer à nos papiers, qui peut nous informer, qui peut vérifier. Ils adorent vérifier, hein. Tout le monde le sait. Ils adorent vérifier et nous corriger. Ils nous distribuent aussi. Ça, c'est vraiment un fait, quelque chose de très important. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Le journalisme aujourd'hui, c'est vraiment un travail sur cette relation avec les gens qu'on appelait autrefois le public. Ils ne sont plus que notre public. Ils sont beaucoup plus que ça. Et donc, il faut être actif sur les réseaux sociaux. Il faut cultiver ses contacts, cultiver non seulement avec des professionnels, mais avec des gens qui sont des gens normaux, qui sont tout aussi bien informés que nous, très souvent. Il faut être très humble. Il ne faut plus du tout dicter nos vérités, décider nous-mêmes ce que c'est l'actualité de notre position de contrôleur de l'information. Et on a appelé ça c'est toute une philosophie qu'on a travaillé depuis longtemps au Guardian. On appelle ça open journalism, donc le journalisme ouvert. Et on a même tout récemment, il y a un an, on a commencé à travailler sur faire de cette nouvelle relation, notre modèle économique. Dans le sens où, comme vous le savez, The Guardian, c'est un journal qui est gratuit. Il n'y a pas de paywall, il n'y a pas de péage, personne n'est obligé de payer, tout restera resté. Et pour l'instant, et probablement, on espère, restera gratuit. Mais en contrepartie, on a commencé à demander à nos lecteurs tout simplement de contribuer financièrement. Si vous allez sur le site du Guardian maintenant, vous allez cliquer sur un papier, vous pouvez tout à fait le lire du début à la fin, mais à la fin, vous aurez un petit message pour dire si vous appréciez ce papier, si vous trouvez que ça a été bien fait, merci de penser, voilà, et vous pouvez cliquer sur un petit lien et il y a tout un tas de moyens très très faciles en effet à donner de l'argent. Et on a depuis un peu moins de 18 mois, même un peu plus d'un an, on a plus d'1 million de personnes qui nous donnent régulièrement de l'argent. Et si on leur demande qu'est-ce qui leur motive, pourquoi ils veulent bien faire ça, la raison principale qu'ils donnent, ou la raison qu'ils donnent le plus souvent, statistiquement, c'est parce qu'ils veulent que cette information, la qualité de cette information, une information équilibrée, fiable, vérifiable, etc., reste accessible gratuitement pour le plus grand nombre de gens possible. Donc voilà, c'est devenu justement ce dont vous parliez, c'est devenu le cœur de notre modèle économique même. Christophe Bercy, à l'instant, John a lâché le mot, l'économie, business model. On sait aussi que l'après-crise, donc le jour d'après, comme vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, pose un certain nombre de questions sur les modèles d'affaires de la presse. Comment vous, et là je m'adresse plutôt au patron, vous êtes le patron de cette rédaction, donc vous êtes en contact direct avec vos actionnaires, comment vous envisagez les choses pour les mois à venir, sachant déjà qu'avant la crise, la profession était déjà en crise. Alors est-ce que les choses se sont accélérées ou est-ce que finalement cette crise, on peut peut-être en sortir un peu plus fort avec peut-être un investissement supplémentaire? Alors je suis pessimiste ou en tout cas circonspect à court terme.
et optimiste à moyen terme et à long terme. Et je n'ai pas l'habitude d'être un fantaisiste en disant ça, je le pense vraiment. Pessimiste parce que, en fait, les tendances qui étaient avant la crise se sont exacerbées avec la crise. C'est-à-dire que la publicité s'est écroulée. On sait à quel point, pour nous, je parle ici de notre modèle, la publicité est importante dans notre modèle. Et à la fois, les ventes ont augmenté. J'arrête pas de le dire à mes journalistes et à tous mes interlocuteurs. On a plus d'abonnés au soir maintenant que l'année passée. Et plus que jamais, le contenu fait la différence. La qualité du contenu fait la différence. Il y a un message à passer aux jeunes journalistes, aux étudiants de l'IEX ou qui nous écoutent. Le contenu fait la différence. La qualité fait la différence. Ce qui est compliqué à moyen terme, c'est d'équilibrer, de changer de modèle économique avec des revenus de la publicité qui diminuent et, heureusement, des revenus des ventes qui montent un petit peu. Mais il y a 5 ans, quand on a lancé le Soir Plus, donc la partie payante du soir, parce qu'on n'est pas du tout dans le même modèle que ce qui est expliqué au Guardian, les marchés sont différents, les tailles sont différentes. Tout le monde me disait jamais personne n'achètera de l'info sur Internet, elle est gratuite partout, il y a la télé, on est submergé d'infos et parfois de fake news et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, les gens payent pour de l'info sur Internet. La vraie question, c'est est-ce qu'ils payent assez, est-ce qu'ils sont assez fidèles, est-ce qu'on est capable de répondre à leurs attentes. Je pense vraiment que comme la musique, la comparaison n'est pas parfaite, mais on va mettre 10 ans à s'adapter à ça. Et je pense qu'à court terme, c'est très très difficile. Et avec en plus en Belgique, et j'en arrêterai là, une spécificité, c'est qu'il y a une grosse incertitude sanitaire comme partout, et sans doute peut-être même encore plus, mais pas de gouvernement, ou en tout cas juste un gouvernement qui est arrivé, pas de plan de relance, on ne sait pas exactement qu'on va être mangé. Donc à court terme, on doit être très prudent dans la gestion. Mais moi, je reste optimiste à moyen terme. Peter Müller, quelle est justement la cartographie de l'Allemagne? Comment les choses dans le paysage audiovisuel allemand, comment vous analysez les choses? Est-ce qu'il y a un modèle allemand de la presse, comme il y a un modèle allemand des voitures, ou est-ce que, au fond, la presse allemande traverse la même crise que le reste de l'Europe? I hope that the press allemand is not going the same way as the German automobile makers at the moment, which are outpaced by Tesla and electric vehicles. No, a lot of what you just said, Mr. Bergy, is true for Der Spiegel as well, which of course I know best. The subscriptions are going up. Subscriptions in the internet are also really going up. People are willing to pay for reading stuff in the internet. This is all good news, but of course, and this keeps us worrying in Germany since a long time, but this accelerated in a crisis. The advertisement is going down. It's really, I mean, it's diving almost to zero. So you have a strange situation in a German press. You have high numbers of users. You have increasing subscriptions, but you nevertheless have publishing houses which have to get rid of people. And this is, of course, not a very bright outlook for publishing houses as a business model. Oui, ce qui a été dit par mes collègues vaut également pour nous, et en tout cas Der Spiegel. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu un plus grand nombre d'abonnés. Les abonnements ont bondi surtout sur Internet. Mais dans le même temps, les revenus publicitaires continuent de chuter. Et donc, on se retrouve un peu dans une situation paradoxale où plus on a d'utilisateurs et finalement, moins aussi on a de revenus publicitaires. Et on se retrouve effectivement dans une situation compliquée. Alors, on continue notre petit tour donc, du territoire européen avec John. John, quel est la situation finalement aussi au Royaume-Uni? Assez catastrophique, comme un peu partout. Oui, comme on dit les deux confrères, c'est à court terme, c'est assez dramatique. Chez nous, au Guardian, on l'a annoncé publiquement, on a perdu 25 millions sur les 6 premiers mois de l'année par rapport à nos revenus normal, à peu près entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires. Sur l'année, il y a un guichet départ, il y a 180 personnes, dont 70 journalistes qui seront invités à partir sur la base du volontariat, mais quand même. Oui, chez tous les autres journaux et groupes de presse en Grande-Bretagne, c'est pareil. Même au Financial Times, même au Daily Mail, c'est pareil. Il y a des
programme de départ des journalistes un peu partout. Et c'est le grand paradoxe. Comme disait au début, confrère, c'est qu'on n'a jamais vu autant de demandes de nos lecteurs. Nous, au Guardian, on était habitués, même avec les plus grands jours du Brexit, on a connu pas mal d'actualités entre le Brexit et Boris Johnson et tout ces dernières années. On était devenus habitués à un total peut-être entre 8 et 10 millions d'utilisateurs uniques par jour. Disons que 10 millions, c'était un beau jour jusqu'au début de la crise du coronavirus. On a connu des jours, fin mars, début avril, de 25 millions de visites uniques par jour sur le site du Guardian. Ça s'est stabilisé un peu depuis, mais on est toujours entre 14 et 18 millions. Donc c'est des chiffres complètement vraiment hors de notre expérience. Il y a une énorme soif d'informations fiables sur cette crise. Et en même temps, les recettes publicitaires ont chuté, comme disait Peter, voilà, on se retrouve vraiment dans la nécessité absolue de retrancher, de couper dans les dépenses, et voilà, pour pouvoir survivre ces prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup, John. On va donner la parole une dernière fois à Christophe Berti pour un peu conclure. Vous nous accueillez ici au cœur de la rédaction du Soir. On va bientôt devoir rendre l'antenne et revenir à Tours. Quelques mots pour un peu résumer votre sentiment par rapport à ce qui vient d'être dit par nos confrères. Les journalistes sont des gens extrêmement agiles, comme on l'a dit plusieurs fois. On s'est adapté à la crise. Je pense que plus que jamais, cette crise montrait qu'on a besoin de journalisme, on a besoin d'informations, on a besoin d'informations sérieuses. Et je voudrais juste terminer sur une note positive et avec un milieu dont on ne parle pas assez, en tout cas à mon goût qu'on doit encore plus soutenir, c'est la culture, très clairement. Et donc au Soir, on est extrêmement attentif à ça et on sait à quel point, encore plus que les journalistes, les gens de la culture sont difficiles. Donc au Soir, on a aussi été très créatifs, alors je fais un peu de publicité mais là-dedans, sur notre capacité à modifier, alors qu'il y avait moins d'événements culturels, le MAD, en mettant notamment les dessinateurs et les caricaturistes en évidence, parce qu'il faut aussi penser à ces gens qui vivent des événements, de l'échange, de tout ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et je pense que dans la responsabilité sociale dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi ça dans les journalistes. On est sous pression, c'est compliqué, entre les fake news, entre le politique, entre le système économique. Mais au milieu de ça, il faut aussi penser, nous, à tous ces gens qui ont besoin de nous et qui souffrent encore plus que nous. Merci beaucoup, Christophe Berti, d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir accueilli l'IEX et les assises. Un honneur pour nous. Ici à Bruxelles. Merci beaucoup, Peter Miller. Je sais que vous étiez très occupé, l'agenda était compliqué, mais vous avez quand même fait l'effort de répondre à notre invitation. Et merci beaucoup, John Henley, depuis Paris, d'avoir répondu aussi à notre invitation. Je voudrais, avant de vous rendre l'antenne, mes amis à Tours, et évidemment, je remercie toute l'équipe pédagogique de l'IEX, notamment Esther Durin, qui a fait la traduction, qui a aussi travaillé sur le montage de ce panel et tout le reste évidemment de l'équipe pédagogique. Et je n'oublie pas Didier Dartois et Philippe Laloux, donc les collègues de Christophe Berti, qui nous ont fait donc l'amitié de nous accompagner pour réaliser ce duplex. Vous le savez, on parle beaucoup de liberté d'expression. Évidemment, je souhaiterais dédier ce moment d'échange que nous avons eu depuis la rédaction ici à Bruxelles à Khaled Zdrarni pour dire que finalement le journalisme n'est pas un crime, et vous le savez, et donc on souhaite aussi évidemment avoir une pensée pour tous nos collègues, nos confrères et nos consoeurs qui dans le monde sont empêchés de faire leur travail dans les meilleures conditions. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne continuation dans le cadre des assises du journalisme à Tours. Merci beaucoup.